1871. 8 étudiants en médecine sont fusillés à Cuba par les autorités coloniales. Ils étaient accusés, à tort, d'avoir profané la tombe d'un journaliste espagnol. Cet événement est aujourd'hui un mythe fondateur pour la médecine cubaine. Après la Révolution, et sous l'impulsion du Che, lui-même médecin, la médecine deviendra le cœur de la stratégie géopolitique du pays. Les médecins cubains font aujourd'hui la fierté de Cuba, et sont fréquemment envoyés aux 4 coins de la planète. Ils sont parfois considérés comme les meilleurs du monde. Pourtant, même si la médecine cubaine est efficace, je vais vous montrer qu'elle est loin d'être un modèle. Mettons de côté les discours enflammés du régime et les critiques aveugles de ses opposants. Aujourd'hui, je vous présente une analyse plus nuancée, étayée par mes lectures, les entretiens que j'ai menés et mon expérience de terrain à La Havane. Disons-le tout de suite, oui, la médecine cubaine est proprement remarquable pour un pays en développement. Cuba affiche fièrement le nombre de médecins par habitant le plus élevé du monde. Leur formation est longue et exhaustive, les facultés de médecine sont nombreuses et bien financées. La conception même de la médecine diffère de chez nous. Cuba est un régime communiste, et cette idéologie percole jusque dans l'exercice de la médecine. Par exemple, l'organisation spatiale pyramidale, en différentes strates, du système cubain, participe de son efficacité. Les médecins de famille sont à la base de ce système. Chacun de ces médecins est à la tête d'une petite équipe, et prend en charge 1 millier d'habitants. Il récolte des informations sur la zone dont il a la charge, soit en faisant du porte-à-porte, soit lors des consultations dans son cabinet. Il transmet régulièrement ses observations à la clinique dont il dépend. Ces cliniques, elles, sont en charge d'une zone plus large, qui regroupe plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Elles regroupent les équipes médicales de chaque subdivision et concentrent les équipements techniques. Ces cliniques sont aussi en contact direct avec les autorités politiques de la zone. Elles font ainsi le lien entre le travail individuel du médecin et les politiques sanitaires décidées par les autorités. Les hôpitaux, eux, constituent un échelon intermédiaire. Ils sont responsables d'une zone encore plus grande et dispensent des soins plus avancés. Enfin, les instituts de santé forment l'échelon supérieur. C'est là qu'est menée la recherche médicale, c'est aussi là que sont étudiées les problématiques de santé qui échappent aux échelons inférieurs, comme par exemple le coronavirus, lors de son apparition sur l'île. Le système de santé cubain repose donc sur un maillage fin et hiérarchisé du territoire par les infrastructures et personnels de santé. L'information territoriale, autrement dit la récolte d'informations situées dans l'espace, y joue un rôle fondamental. Tout ceci s'inscrit dans une conception particulière de la médecine, qu'on appelle là-bas la médecine communautaire intégrée. Pour les médecins cubains, l'état de santé du patient ne se résume pas à ses éventuels symptômes. L'environnement dans lequel il évolue doit aussi être analysé, comme par exemple l'habitat, les conditions d'hygiène, la localisation du lieu de vie et même les relations sociales du patient. Bien sûr, la médecine occidentale prend aussi ces éléments en compte, mais pas à ce point. Cette attention accordée à l'environnement du patient se comprend au regard du contexte cubain. Le pays a un climat tropical et demeure pauvre. Le principal défi de santé publique réside donc dans les maladies infectieuses, notamment celles transmises par les moustiques. Un ménage qui laisse de l'eau stagnante ou pondent les insectes peut faire tomber malade tout un quartier. En clair, ce que vous faites chez vous affecte aussi vos voisins. D'où l'importance pour les médecins de bien connaître les conditions de vie des habitants dont ils ont la charge. Ils doivent ainsi saisir l'organisation du territoire, y compris à une échelle très fine. L'information territoriale se révèle alors essentielle pour prévenir les épidémies. Le pays manque de moyens et l'embargo américain limite l'accès à certains médicaments ou technologies. La prévention y est donc essentielle pour empêcher l'apparition d'épidémies. C'est de loin préférable à un afflux de malades susceptibles de mettre sous tension le système de santé, et c'est aussi préférable à l'apparition chez les malades de complications médicales que les médecins risqueraient de ne pas pouvoir traiter, faute de médicaments disponibles par exemple. Cuba a donc élaboré un modèle médical adapté aux contraintes de l'île, et susceptible d'être appliqué aux autres pays en développement, qui connaissent des situations similaires. De fait, le modèle cubain veut être un contre-modèle au modèle occidental, dénoncé comme mercantile et inadapté au monde en développement. Cela explique les progrès considérables affichés par le pays. Il a une espérance de vie au même niveau que celle des pays développés, et même supérieure à celle des États-Unis. Il mène une lutte acharnée contre les maladies infectieuses, et est parvenu à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant en 2015. Et l'épidémie de Covid a été efficacement endiguée. Ces résultats sont souvent brandis comme preuve du succès du régime cubain. Mais qu'en est-il vraiment ?
Si les progrès sont réels, certains de ces résultats sont contestables. L'Organisation mondiale de la santé les tient directement du régime cubain, puisqu'aucune ONG indépendante n'est autorisée sur place. Et ce régime a toute latitude pour donner les chiffres qui l'arrangent, quitte à manipuler les statistiques. Par exemple, à Cuba, un enfant qui meurt dans les heures qui suivent l'accouchement est considéré, au regard de ces statistiques, comme étant mort-né. Cela a pour effet de gonfler artificiellement l'espérance de vie et de diminuer, là encore artificiellement, la mortalité infantile. Ce genre de manipulation explique, en partie, les bons résultats dont le régime se vante. Dans la même logique, les touristes bénéficient d'une bien meilleure prise en charge que les Cubains eux-mêmes, afin de ne pas fissurer l'image que le pays veut renvoyer. La médecine est donc, on le voit, subordonnée aux politiques. Et là est la subtilité. À Cuba, la médecine est l'instrument de la dictature. Il est attendu des médecins cubains un dévouement total au régime, un attachement sincère envers son idéologie. Si les médecins soignent les populations, leur travail permet aussi de les surveiller. Leur récolte d'informations spécialisées, sur le terrain, permet au régime d'avoir des cartes précises et fréquemment actualisées de la population de l'île. Mais on le sait, connaître l'espace permet de mieux le régir. Et dans ce contexte, les velléités du régime passent parfois avant l'intérêt des populations. Une anecdote effarante à ce sujet est relatée par l'anthropologue Catherine Hirschfeld, qui a vécu à Cuba pendant un an. Le gouvernement avait annoncé, en 1987, que la dengue, une maladie transmise par les moustiques, avait été éradiquée. Pourtant, en 1997, une épidémie se déclare. Les malades présentent tous les symptômes de la dengue, et des rumeurs commencent à courir sur le retour de la maladie. L'anthropologue est elle-même affectée, elle se rend donc chez son médecin de famille, qui lui déclare qu'elle est atteinte d'une maladie nouvelle et peu connue, qui ressemble fortement à la dengue, mais qui reste différente. Face à l'ampleur de l'épidémie, le gouvernement finira par reconnaître qu'il s'agit là bien de la dengue, et le médecin s'excusera auprès de la chercheuse pour lui avoir ainsi menti. Certains considèrent Cuba comme un modèle en matière de médecine. Mais doit-on vraiment ériger en modèle un système de santé qui ment à ses patients? Soit dit en passant, les conditions de travail des médecins sont peu enviables. Leur salaire est très bas au regard de leur niveau d'études. À Cuba, si l'on veut gagner sa vie, mieux vaut être chauffeur de taxi et capter l'argent des touristes, plutôt que médecin. Enfin, je l'ai évoqué, Cuba envoie fréquemment ses médecins à l'étranger, notamment en cas de catastrophe. Cet envoi de brigade, c'est leur nom, concernait d'abord le monde en développement, et plus particulièrement l'Amérique latine. Au fil du temps, les médecins cubains sont cependant intervenus de plus en plus loin de l'île, comme en Indonésie en 2004, après le tsunami. Ces envois ne se cantonnent d'ailleurs plus au monde en développement. Dès 2005, Fidel Castro propose aux États-Unis d'envoyer des brigades pour aider le pays après le passage de l'ouragan Katrina. Cette proposition, humiliante pour les États-Unis, est bien sûr refusée. L'épidémie de coronavirus, en revanche, a conduit à l'envoi de médecins en Italie, et même en France, plus précisément en Martinique, pour faire face à la première vague. L'image est forte, le monde en développement qui vient au secours de l'Occident. Le système médical cubain est alors en état de grâce. Pourtant, ce n'est pas parce que ces médecins sont envoyés à l'étranger qu'ils sont libérés du carcan de la dictature. Ils demeurent étroitement surveillés. Une partie de leur salaire ne leur est pas versée tout de suite, mais est conditionnée à leur retour sur l'île, afin qu'ils ne profitent pas de l'occasion pour prendre la fuite, même si certains font tout de même ce choix. En clair, ces médecins sont exploités, et le régime, lui, se gave. Ces envois ne sont pas désintéressés, les pays qui les accueillent payent des sommes considérables dont les médecins ne voient presque pas la couleur. Un lieu, en particulier, concentre toutes ces contradictions, illustrant à la fois les valeurs du régime cubain et leur dévoiement. Il s'agit de l'École latino-américaine de médecine, aussi appelée ELAM. Cette école est créée après le passage de l'ouragan Mitch en Amérique centrale en 1998. La catastrophe met en lumière le manque criant de médecins dans certaines zones rurales défavorisées, particulièrement touchées par la catastrophe. Castro envisage alors la création d'une école dont la mission serait de former gratuitement des étudiants issus de milieux défavorisés afin qu'ils y retournent ensuite exercer la médecine. L'ELAM ouvre ses portes en 1999 et c'est aujourd'hui l'une des écoles de médecine les plus importantes du monde en termes d'effectifs. Elle est réservée aux étudiants étrangers et participe au rayonnement du pays. Ces étudiants viennent du monde entier, même des États-Unis, l'éternel rival. Au fil du temps, comme pour l'envoi des brigades, il y a, là encore, un élargissement géographique qui concerne cette fois l'origine des étudiants.
Ceux-ci étaient d'abord pratiquement tous latino-américains, mais ils sont désormais issus de pays de plus en plus lointains et divers, illustrant la portée désormais mondiale de l'internationalisme médical cubain. Cet élargissement s'accompagne d'une autre dynamique. Les premiers étudiants de l'ELAM sont, nous l'avons vu, issus de milieux pauvres. Pourtant, à partir des années 2010, le projet initial est dévoyé pour mieux servir les intérêts du régime. L'école accueille désormais de plus en plus les enfants de dignitaires étrangers venus de pays avec lesquels Cuba est en bonne relation. Si l'on pouvait faire l'éloge de la noblesse du projet initial, il est désormais très clair que l'ELAM tente à devenir avant tout, comme la médecine cubaine en général, un instrument politique et diplomatique. Cuba a beau être un paradis tropical, dont les dirigeants vantent le modèle social par endroits efficace, l'île reste écrasée par le régime autoritaire, dont la médecine n'est que l'un des nombreux instruments. Les médecins cubains sont, souvent contre leur gré, et malgré leurs valeurs, les hussards blancs de la dictature. Están bien locos y lo que hablan no es real. No hay harina ni para completar un fucking masa real. Tú dices que vamos bien, pero estamos súper mal. Tu revolución es un cáncer en fase terminal.